Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. L'émission est toujours consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. CrossFit, la 8e édition du French Throwdown s'est déroulée ce week-end au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. Plus de 9000 personnes sont venues pour l'événement, tous les détails dans ce magazine. Football féminin, l'équipe de France a perdu contre les États-Unis vendredi dernier et ne remportera pas la Coupe du Monde, mais les joueuses ont réussi à gagner le cœur des Français. De nombreuses inscriptions sont à prévoir à la rentrée dans le département. On fera le point dans quelques instants. Course à pied, à Sidi Diallo, ligne montant en plus de 100 marathons et ultramarathons sur 7 continents, vient de sortir un livre. Son nom, Running Human. L'ouvrage explique les capacités naturelles des humains à courir pieds nus. Nous lui avons posé 3 questions. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. On prend tout de suite la direction du Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. La structure a accueilli pendant 3 jours la 8e édition du CrossFit French Throwdown, un rendez-vous qui a réuni plus de 9000 personnes sur les 3 jours de compétition. Patrick Jacques de Dixmude pour les images, un montage de Sandrine Fonteille. Des sportifs ultra musclés, un rythme effréné, la fièvre du crossfit a gagné le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Pendant 3 jours, la structure a accueilli pour la toute première fois le CrossFit French Throwdown. La compétition a attiré près de 9000 personnes dans l'enceinte. Moi je suis anglais, j'ai fait ce genre de boulot dans plus de 7 pays. Les infrastructures ici sont exceptionnelles. La flexibilité de l'équipe aussi nous permet de construire. On a construit un stade à l'extérieur, on a un village partenaire. Sur la compétition, plusieurs catégories étaient au programme des moins de 18 ans ou plus de 50 ans. Au total, 540 participants venus de 47 pays se sont affrontés à travers une dizaine d'épreuves qui mêlaient à la fois force, endurance, précision et vitesse. Même ma catégorie RX, c'est à très gros niveau, donc c'est un honneur d'être ici. C'était vraiment un événement réussi. Pour moi, c'est le meilleur événement en Europe qui existe, quoi. Très haut, très haut. Je ne pensais pas que ce soit si haut niveau. Ça nous booste, même nous les plus petits, pour devenir plus grands et plus forts. Donc, à refaire. Très très gros niveau, c'est très intéressant. Je ne pensais pas voir autant de monde ici. Et c'est vraiment bien, ça montre que le CrossFit a beaucoup d'importance. Les meilleurs ont remporté un chèque de 10 000 € et le droit de participer au CrossFit Games, l'équivalent de la Coupe du Monde de la discipline. Vu le succès rencontré cette année, les organisateurs discutent déjà d'un éventuel retour au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. On continue par du tennis. L'Yvelinois Yohan Quillou, licencié à Voisins. Le Bretonneux est devenu champion de France. Première série en tennis fauteuil ce week-end à Dijon sous 35 degrés. Victoire qui permet à ce sportif de rester l'un des meilleurs Français dans sa catégorie. Yohan Quillou espère toujours pouvoir se qualifier pour les Jeux Olympiques un jour, ou pour Tokyo, ou pour Paris. On va maintenant parler football. L'équipe de France féminine ne remportera pas la Coupe du Monde à domicile. Les filles de Corinne Diacre se sont inclinées 2-1 vendredi dernier face aux États-Unis. Une défaite amère, difficile à digérer, mais les Françaises pourront se consoler en se rappelant qu'elles ont créé un engouement autour d'elles. Pour nous parler de cette équipe de France, nous recevons sur ce plateau Jean-Loup Leplat, membre du comité de direction au district des Yvelines, et également Abderrazak Guessoum qui arrive justement en direct, qui est président de l'Étoile sportive de Trappes. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez été surpris, Jean-Loup Leplat, de cet engouement autour de cette équipe de France féminine ? Non, pas vraiment, parce que la Fédération française de football avait bien préparé depuis des mois la venue de toutes les équipes participant à ce championnat du monde. La compétition a été excellemment bien préparée. Il y avait une promotion qui avait été assurée par les plus hauts cadres de la Fédération, par le monde sportif du football, et donc non, ça me paraît logique d'avoir eu de si belles affluences dans les stades, notamment pour l'équipe de France, il faut bien le dire. Abderrazak Guessoum, qu'est-ce que vous en pensez de cet engouement ? Est-ce que vous avez été surpris, vous, de votre côté ? Non, moi, je n'ai pas été surpris. C'est un honneur d'avoir cette Coupe du Monde sur le territoire, au niveau de la France. En tout cas, nous, ça fait maintenant depuis 4 saisons qu'on a une section féminine, et nous, on le voit d'année en année, des inscriptions importantes. Aujourd'hui, maintenant, on comptabilise 130 filles sur le club, et je sais qu'avec cette Coupe du Monde et cette promotion au niveau des féminines, il y aura un peu plus de filles dans les clubs. Vous êtes convaincu qu'il y aura plus d'inscriptions ? Je suis convaincu qu'il y aura plus d'inscriptions. C'est une nouvelle pratique, ça se démocratise complètement. Voilà. Les filles vont trouver leur place comme les garçons au sein des clubs qui seront structurés. Forcément, il faudra structurer. Mais en tout cas, je sais que la Fédération française de football et la Ligue
nous accompagne, nous pousse depuis quelques années sur la création de sections féminines. Elle nous accompagne vraiment en termes de matériel, en termes de formation des éducatrices. Et ça, c'est un plus pour le club. Vous confirmez, Jean-Louis Lepard ? Moi, je confirme absolument. Moi, j'ai les chiffres en tête, si vous voulez, du nombre de licenciées féminines en France. On est passé de 58 565, je suis précis, licenciées sportives en 2011, 2012, et on arrive aujourd'hui à 184 228 licenciés. Et ça n'est pas fini, puisque la fédération a pour objectif, dans le cadre du plan héritage 2020, d'aboutir à 200 000 licenciés, ce qui me paraît complètement possible. Dans les Yvelines, on est à peu près à 6,2% de licenciés. Oui, c'est tout à fait exact. Alors, ce qu'on peut peut-être regretter, mais on y travaille, bien sûr, Monsieur le président de l'US-TRAP connaît bien le sujet, c'est d'augmenter encore le nombre de clubs qui reçoivent une section sportive. Il n'y en a encore que 37 sur 153 clubs, donc vous voyez qu'il y a une marge de progression énorme, et en termes de clubs recevant une section sportive, mais également en termes de licenciés. Et M. Guessoum a parfaitement raison de dire qu'il y a quand même de beaux clubs, dont TRAP fait partie, mais bien sûr il y en a d'autres, on va pas citer le PSG qui est un peu hors norme, ou Poissy ou Montigny-Bretonneux qui reçoivent des sections féminines et qui accueillent les jeunes filles pour pratiquer leur sport favori. Et comment faire justement pour les aider ? Alors, c'est plus de structures, plus de moyens ? Oui, je crois que ce qui était dit, bien sûr des moyens humains et des moyens financiers, des moyens matériels aussi, et puis je crois que cela a été dit, mais il faut souligner un effort de promotion de la formation des éducatrices, parce qu'effectivement, il nous faut encore davantage d'éducatrices spécialisées pour les jeunes filles, mais également pour essayer de favoriser l'arbitrage féminin. Et je sais que la DTN arbitrale, au sein de la fédération, s'occupe également de ce sujet. 37 clubs sur 153 ont une section féminine. Est-ce que c'est trop peu, selon vous ? On a une marge. Bien sûr, au vu du nombre de clubs qu'il y a dans le département. Si on regarde 37, c'est trop peu. Maintenant, effectivement, il faut savoir est-ce que les clubs sont en capacité de les accueillir, parce que ça demande quand même une structuration des clubs pour accueillir les féminines. Oui, est-ce que tous les clubs peuvent accueillir des sections féminines ? Moi, je dirais... Les petits clubs, notamment. Ouais, les petits clubs, c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais c'est un peu plus compliqué pour eux. C'est indépendamment vraiment du club. Hein. En tout cas, le district accompagne. Ça, c'est sûr. Accompagne en termes de formation. Hein. Il y a des bons de formation gratuits pour les féminines, pour les former. Du matériel aussi, hein, qui est mis à disposition au club. Effectivement, après, c'est des problèmes de structure, d'équipement. Là, c'est la collectivité qui doit avoir un travail étroit avec le club. Est-ce qu'il faut former plein de jeunes filles ou plutôt l'élite des filles de demain qui pourront accéder à l'équipe de France ? J'avais notamment l'exemple chez vous de Océane Le Cerf qui a 13 ans, qui a été surclassée. Est-ce qu'une fille comme celle-là, on la forme pour aller en équipe de France ? Pourquoi pas ? Ça serait un bonheur pour le club. Nous, l'essentiel, c'est d'accueillir. Il faut les accueillir dans de bonnes conditions, qu'elles puissent pratiquer le football, qu'elles aiment. Et après, une gamine qui est bien, elle sera vue par des niveaux supérieurs et elles partiront d'elles-mêmes. Mais le travail revient à elles. Nous, il faut juste les accompagner, les accueillir, et qu'elles puissent pratiquer cette activité et après, le reste se fera tout seul. Même si les féminines ont perdu, est-ce que vous pensez que le soufflet ne va pas retomber ? Jean-Louis Lepard. Non, je ne pense pas, parce qu'à ce point-là, il y a eu vraiment un engouement populaire, vous l'avez dit vous-même, mais je crois que maintenant, les Français ont découvert que le football féminin existait, qu'il y avait quand même une belle équipe de France, et qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui pratiquaient le football. Donc, je crois que cela devrait durer. Il n'y a pas de raison que cela cesse. Hein. Je crois que c'est nécessaire. Et qu'est-ce qui a plu aux Français, justement ? Mais je crois que le jeu féminin est un petit peu différent, quand même, du jeu masculin. C'est un jeu très esthétique, même des fois un peu académique, mais je veux dire, il y a des beaux échanges, c'est très collectif, c'est un beau football, c'est un jeu très esthétique, c'est très beau à voir jouer le football féminin. Vous avez été au stade, hein, notamment pour voir l'équipe de France, je crois. Suis allé effectivement à Rennes, parce que la DNCG va à une réunion décentralisée à Rennes, et j'ai eu le bonheur, la chance de voir le match France-Nigérien dans le magnifique sac de Rennes, et on a pu assister à une magnifique ambiance avec des supporters qui brandissaient des drapeaux bleu, blanc, rouge, qui chantaient, qui faisaient sonner leur smartphone, qui éclairaient le stade à la tombée de la nuit avec leur smartphone. Donc c'était vraiment une très très belle ambiance. Alors il n'y a pas que chez les joueuses qu'on retrouve de plus en plus de féminines, chez les arbitres également dans le département. Elles ne représentent que 2% des femmes en noir, mais le chiffre augmente. Coup de projecteur sur Natacha, un portrait signé à Mélanie Poquet.
Celui qu'on appelle habituellement l'homme en noir, ce jour-là, c'est une femme. Natacha, 34 ans, passionnée de football depuis l'âge de 9 ans, une passion communiquée par son grand-père. Depuis 2015, elle arbitre comme officielle un match chaque dimanche. C'est un échange qu'on a avec les joueurs qui est privilégié sur le terrain. Ça permet de s'affirmer aussi. Et puis c'est une autre facette de pratiquer le football. Même si on n'a pas le même maillot, on a forcément la même passion et on essaie de partager ça avec les joueurs aussi. On n'est pas là pour leur mettre des cartons systématiquement, mais pour que la rencontre se passe bien. Pour le match, tout à l'heure, il y a une équipe qui joue en noir, une équipe qui joue en vert, les gardiens gris et orange. Vérification du terrain, des licences, échauffement. Plus d'1 heure avant le match, Natacha et ses arbitres assistants préparent la rencontre. Dans sa relation avec les équipes, Natacha privilégie la discussion. Je ne force pas mon caractère, j'arbitre naturellement. J'ai un contact assez facile avec les joueurs. Je suis pour la communication sur le terrain. Et je pense qu'avec la communication, on arrive à résoudre beaucoup de conflits. Donc j'ai pas de souci de ce côté-là honnêtement avec les joueurs. J'arbitre principalement que des hommes. C'est assez rare que j'arbitre sur des matchs féminins. Dans le département, les femmes ne sont que 7 à officier. Le district compte 300 arbitres, des hommes et des femmes proposés par les clubs yvelinois en fonction de leur niveau de compétition. Si vous n'avez pas le nombre minimum d'arbitres, vous avez des sanctions. Pour calculer le nombre d'arbitres fournis par les clubs, quand c'est une arbitre féminine, elle compte pour 2. Alors là aussi, on m'a dit c'est de la discrimination, oui. Mais elle est positive et j'assume. Voilà. C'est pour inciter les clubs à nous amener des arbitres féminines aussi. Le district organise chaque année 2 formations pour devenir arbitre. Elles ont lieu en octobre et en novembre. Natacha délaisse de temps en temps le sifflet pour taper elle-même dans le ballon. Jean-Louis Leplat, une réaction par rapport à ce sujet ? Je crois que cela a été dit. Il y a vraiment besoin de beaucoup d'arbitres, et notamment d'arbitres féminines. Je crois qu'en plus, on a pu observer les arbitres féminines, alors évidemment au niveau international lors de la Coupe du Monde récente, mais elles ont un excellent niveau. Et puis, je crois que les femmes ont peut-être l'avantage d'être peut-être un peu plus psychologues des fois que les arbitres masculins. Et je dois dire aussi que j'ai remarqué que les joueurs de football, là, de la Coupe du Monde, ne contestent pas les décisions de l'arbitre. Et je crois que ça, c'est vraiment un bon point à marquer pour le football féminin. Abderrazak Essoum, vous êtes d'accord avec Jean-Louis Leplat ? Alors, en tout cas, tout à fait d'accord. Hein. C'est une autre pratique. Hein. C'est esthétique. Hein. J'ai pu participer, moi, à une rencontre lors de cette Coupe du Monde Japon-Argentine. Et c'est vrai qu'il y avait une belle ambiance, c'était festif sur le stade, et ainsi que le jeu était complètement fluide. Et effectivement, elle ne conteste pas les décisions de l'arbitrage. Il y a une très grande différence avec les garçons. Et à savoir, si je ne me trompe pas, je crois que pour la saison 2019-2020, on aura une première femme arbitre qui va arbitrer en Ligue 1. Très bien. Voilà. Comme quoi, voilà. L'arbitrage arrive, oui. Les féminines arrivent dans l'arbitrage. Ouais. Alors nous allons maintenant parler de votre deuxième fonction, Jean-Louis Leplat. Nous vous avons invité sur ce plateau car vous êtes également commissaire de la Direction nationale du contrôle de gestion, plus connue sous le nom de DNCG ou de gendarme financier du football français. Alors ensemble, nous allons parler de cet organe créé en 1984. Comment fonctionne la DNCG et quel est votre rôle ? Vous savez, effectivement, on dit couramment que la DNCG, c'est le gendarme financier du football. On entend ça partout, y compris dans la presse, bien sûr, et on rappelle les mesures qui sont prises par elle. Mais je crois que c'est un petit peu la théorie du verre à moitié plein et à moitié vide. Alors, c'est vrai que la DNCG peut prendre des mesures d'ordre financier, d'ordre administratif, mais elle pratique aussi, je dirais, un mode d'information, de communication, à l'égard des clubs, et je crois que les clubs s'en révèlent satisfaits. Enfin, moi, c'est la pratique que j'ai depuis 15 ans que je suis au sein de cette DNCG. Alors, au niveau financier, si je puis me permettre, effectivement, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises. Il peut y avoir une mesure d'encadrement de la masse salariale du club. Quand le club présente Ça, c'est le plus petit niveau ? C'est un des niveaux, mais des niveaux importants. C'est pour éviter au club d'aller dans le mur, comme nous disons couramment, et de se tromper à un moment donné, de pouvoir ne pas présenter de mauvais comptes. Il y a la rétrogradation administrative, ensuite de la relégation sportive, qui est une mesure plus sévère. C'est déjà arrivé. Et puis, il peut aussi y avoir une autorisation d'accession en division supérieure. Ça veut dire que tout est au vert, c'est positif, on peut laisser monter le club. Il peut y avoir aussi un refus d'accession à la division supérieure.
si effectivement le compte ne prend pas avant le 30 juin des comptes satisfaisants, nous pouvons refuser l'accession. Et nous l'avons déjà fait. Alors après, il y a d'autres mesures, genre retrait de points, excluer des compétitions, des amendes lorsque les documents ne sont pas présentés à bonne date. Enfin, il y a toute une batterie, je dirais, de mesures que nous pouvons prendre à l'égard des clubs. Mais alors, si je puis me permettre, et concernant les mesures, disons, plus positives, on a aussi pour habitude de donner des conseils, des informations aux clubs. On peut très bien leur donner des... Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans la prévention ? Oui, aussi, oui, parce qu'on les aide. Et croyez-moi, les clubs, lorsqu'ils reviennent nous voir 1, 2, 3, 4 sessions plus tard, ils disent « Vous nous aviez dit, vous nous aviez conseillé telle ou telle chose, on l'a fait et on est bien content de l'avoir fait. » Donc, quand je donnais des exemples, par exemple, une information juridique sur les textes en vigueur, parce qu'honnêtement, il y a des clubs qui, des fois, ne connaissent pas les textes juridiques en vigueur, ou financiers, ou comptables. On les en informe. On peut leur recommander aussi un certain nombre de points. On peut les informer en matière sociale sur le régime des franchises et des bases forfaitaires qui permettent de payer des cotisations sociales à un taux moindre. On leur donne une information sur la bonne utilisation des frais de déplacement. On peut leur communiquer des contrats types de mécénat et sponsoring parce que, rappelez-vous, les clubs, ils ne vivent pas uniquement que d'eau fraîche. Ils vivent de sponsoring, de mécénat, de subventions publiques. S'ils n'ont pas ça, ils ne peuvent pas vivre. Ça faut être bien clair. Donc, on les conseille dans tous ces domaines-là, et je pense que les clubs s'en trouvent satisfaits à l'arrivée. Donc, vous voyez, c'est donnant-donnant. Mais on communique avec eux. Justement, on va demander l'avis d'Abderrazak Guessoum. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la DNCG ? Est-ce que c'est contraignant pour un club ? Non, pas du tout. Moi, je le dis, voilà, nous, on n'est pas dans ce cadre de la DCNG, on est en Régional 3, on va monter en Régional 2. Mais en tout cas, le club, et ça c'est très important, le point financier est très important d'un club. C'est là qu'on voit que c'est un club est structuré et s'il est en bonne santé. La bonne santé d'un club, c'est les finances aussi. Et on peut avoir une structure, un niveau de pratique, mais derrière il y a des frais, il y a des dépenses derrière. Et en tout cas, nous on est bien accompagnés. Et vous avez raison, il faut être accompagné. On est accompagné parce qu'on valide nos comptes par un expert comptable, qui est validé tous les ans. Et effectivement, il y a des recommandations, il y a des rectifications à faire sur certains domaines, sur la franchise URSAF, sur la masse salariale. On a des salariés. Comment pouvoir bénéficier des cotisations, comment pouvoir défrayer nos éducateurs. Il faut savoir, on a des éducateurs aujourd'hui qui ont un petit défraiement, c'est normal. Et pour pas qu'on passe dans le hors-la-loi, il y a aussi des recommandations à faire, les frais de déplacement. Et moi je dis, c'est très important, c'est là qu'on voit si un club est bien structuré et l'utilité de l'argent public, parce que plus de 80%, voire 90%, c'est quand même de l'argent public. Et l'argent public, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec. Voilà. Et aussi, vient s'ajouter les cotisations des enfants, des parents. Ils mettent leurs enfants, ils payent une cotisation, il faut que cet argent aussi soit bien utilisé. Voilà. Donc pour moi, le contrôle est nécessaire. Alors il y a un cas qui pose particulièrement problème dans les Yvelines cette année, c'est le cas du FC Mantois qui vient d'être rétrogradé en National 3 par souci financier de 160 000 €, dû notamment à la suppression de la subvention de la mairie de Mantes-la-Ville. Qu'est-ce que vous en pensez de ce cas ? Alors, principalement, voilà, c'est la raison invoquée. Je ne vais pas pouvoir vous dire grand-chose, puisque j'ai fait partie de la commission qui a prononcé cette mesure à l'égard du FC Mantois. Mais vous savez, quand on prend cette mesure, en même temps, on dit au club, bon, probablement que vous ferez appel de cette décision. On pourrait presque dire qu'on encourage, on dit, on va écouter, remédier à la situation présentée au jour d'aujourd'hui, aller devant la commission d'appel, rectifier vos comptes, présenter fatalement des ressources additionnelles, et puis je pense que devant la commission d'appel, ça devrait s'arranger. Ils ont fait appel, et il y a également le cas de Ferland Mendy, qui a été transféré de Lyon au Real Madrid pour 50 millions d'euros, et le club devrait récupérer, en tant que club formateur, 0,5% de la somme, ce qui ferait 240 000 €. Est-ce que ça peut les sauver ? Alors ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est pas toujours connu ou suivi par les clubs du niveau national 2. C'est qu'effectivement, les clubs devraient suivre l'évolution de la carrière de leurs anciens joueurs pour toucher cette fameuse indemnité de pré-formation ou de formation. Dans le cas du FC Mantois, écoutez, s'ils arrivent à toucher, à percevoir cette somme avant la date fixée, parce que normalement c'est le 30 juin, la date de fin d'exercice c'est le 30 juin, bien j'imagine que tout devrait rentrer dans l'ordre, mais je ne peux pas me substituer
comme Ça si peut on être appelle, possible, en tout cas. de la DNCG qui va statuer sur ce cas. Alors, mais c'est quand même une bonne chose pour eux de récupérer cette somme. C'est même indispensable. Alors avant de refermer cette page football, un mot mercato à présent. Après Laurent Fournier au poste d'entraîneur, l'AS Poitiers a réalisé un nouveau gros coup. Mounir Obadi, 36 ans, ancien joueur de Monaco et de Nice, arrive de Laval pour s'engager avec le club de National 2. Le milieu ex-international marocain a paraphé un contrat fédéral de 2 années. C'est un retour aux sources pour celui qui a débuté à Chanteloup-les-Vignes. Poissy devrait également recruter cette semaine le latéral droit Mathieu Rangoli, 30 ans, formé au Paris Saint-Germain. Il a disputé 11 rencontres de National 2 l'année dernière avec les Lusitanos Saint-Maur. C'est une bonne recrue pour Poissy, vous qui avez joué à Poissy. Honnêtement, je ne connais pas ces joueurs pour parler d'avoir vu, je veux bien l'avouer, mais j'imagine que s'ils ont été recrutés, je note quand même que ce sont des joueurs qui ont du métier, qui ont une expérience, qui ont un certain âge. Donc, à certains postes clés, ça peut être quelque chose d'intéressant pour le club que d'assurer la bonne tenue de ces postes. Donc, je me réjouis de leur arrivée et je leur souhaite le meilleur succès possible au sein du club. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite de bonnes vacances et on se reverra à la rentrée pour une nouvelle saison. Un mot de cyclisme sur piste à présent. Les Jeux européens se déroulaient la semaine dernière à Minsk en Biélorussie. Chez les garçons lignes-montants, Ryan Elal, 20 ans, a remporté la médaille d'argent en keirin. Il a pris la 2e place derrière le Hollandais Harry Lavressen. Le sportif avait également remporté une médaille d'argent avec l'équipe de France de vitesse. Chez les filles, après sa déception en keirin, Mathilde Gros, 20 ans, a remporté la médaille d'argent en vitesse individuelle. La sportive a été battue en finale par la Russe Voinova. Les Français ont donc remporté 3 médailles de ces Jeux européens. Si vous n'avez pas envie de faire du sport par ces fortes chaleurs, pourquoi ne pas lire du sport? Sidi Diallo, lignes-montants en plus de 100 marathons et ultramarathons sur 7 continents, vient de sortir un livre, son nom Running Human. L'ouvrage explique sur une centaine de pages les capacités naturelles des humains à courir pieds nus et sans peine des dizaines de marathons par an. Nous avons pu rencontrer Sidi Diallo, nous lui avons posé 3 questions. J'ai vu en 2008 40 000 personnes qui couraient le marathon de Chicago. Ils sont passés devant chez moi, ils sont passés derrière chez moi. Et l'année suivante, en 2009, pareil. En 2010, j'ai décidé de faire comme eux. Pieds nus, là c'est une démarche un peu différente parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les humains, nous sommes des coureurs podonudistes, c'est-à-dire sans chaussures. Nous ne sommes pas nés avec des chaussures et pendant 3 millions d'années, nos ancêtres ont chassé, ils ont marché, ils ont migré pieds nus. D'ailleurs, les Européens, vos ancêtres sont arrivés pieds nus au sud de l'Europe. J'imagine que c'était l'été parce que si c'était l'hiver, j'aurais fait demi-tour. Pour moi, courir des marathons pieds nus, donc c'est une activité normale que nos ancêtres exerçaient pour attraper les animaux pour manger et que nous on doit faire pour préserver notre santé physique et mentale. Donc mon objectif, c'est de continuer d'exercer cette activité naturelle des humains jusqu'à la fin de ma vie. Donc je continue à courir des marathons en France, dans le reste du monde, pieds nus, juste pour montrer l'exemple aussi, pour essayer de faire en sorte que les gens comprennent que, comme moi, c'est l'activité normale. D'ailleurs, j'invite tout le monde à me suivre, c'est écrit sur mon t-shirt, courir pieds nus, rejoindre la tendance. Une page insolite à présent, une équipe versaillaise baptisée Titanic a participé au Red Bull Jour d'envol le week-end dernier à Lyon. Une compétition délurée où les participants doivent propulser leur ovni du haut d'une plateforme de 6 mètres après une petite chorégraphie. Les Jack et Rose d'un jour ont ensuite été notés par un jury. Regardez cet extrait de leur compétition. L'équipe Titanic a terminé 14e sur 32 équipes. On passe maintenant à notre page agenda.
De la boxe dans cet agenda, l'Ivinois Tony Yoka va remonter sur les rings après sa suspension d'1 an. Le 13 juillet prochain à l'Azur Arena d'Antibes, le boxeur de 27 ans originaire de Chanteloup-les-Vignes va affronter le russe Alexander Dimitrenko, un adversaire classé 35e mondial âgé de 36 ans et qui compte 41 victoires pour 5 défaites. Tony Yoka compte quant à lui 5 combats professionnels pour 5 victoires. Pour préparer ce combat, le Français est reparti aux États-Unis à Las Vegas. Il s'entraîne en ce moment avec Joseph Parker, le poids lourd néo-zélandais. Et on termine par du baseball. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux se déplaceront ce week-end sur le terrain à des Barracudas de Montpellier pour le compte de la 2e journée des playoffs de première division. Match vital pour les Ilmontains qui n'auront pas le droit à l'erreur. Ils sont pour l'instant 5e sur 6 avec le même nombre de points que leurs adversaires. 2 victoires et ils pourraient se relancer en vue d'une finale. Le match est programmé à 11h ce dimanche. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.